Alors, on va à présent parler d'un autre point lugubre. Tout à l'heure, vous rappeliez la sortie officielle de la présidente de la République à la suite du décès de Germaine Aïdio. On a pu donc comprendre cette reconnaissance toujours posthume qui serait caractéristique du gouvernement de Yaoundé. C'est un peu ce qu'on a vu avec le décès très récemment également de quelqu'un qui aura été pendant longtemps au service du président de la République, Gervais Mendoza. Vous avez donc suivi ce décès-là. On a vu même une sortie du directeur de la CRTV, la télévision nationale camerounaise, nous apprendre que le pauvre avait été gracié, qu'il a reçu même un décret le graciant qui n'a pas voulu sortir. Vous donc, à la fois avocat, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez vécu non seulement les turpitudes de cet ancien fidèle au président Paul Biya, mais aussi ces sorties-là qui semblaient faire croire qu'enfin le président Paul Biya, son ami, lui aurait donné sa voiture, son ambulance dans laquelle il va décéder. Et que surtout, ce président Paul Biya l'avait gracié d'une lettre ou d'un décret que nous n'avons jamais vu, nous autres journalistes. Nous vous écoutons, Maître Aliscom, sur cette séquence-là. Oui, je me suis rapprochée de Gervais Mendoza pendant qu'il était à l'hôpital. Parce que Gervais Mendoza a quand même, c'est un personnage qu'on a connu avant ses déboires. Mais pendant ses déboires, je suis allée plusieurs fois à la prison de Nkondengui où je l'ai vu, où on a échangé. Et quand on l'a évacué sur l'hôpital, suite de ses maladies, je me suis rapprochée de sa fille, Marlène. Je me suis rapprochée également de son fils, le docteur Mendoza, qui s'est beaucoup occupé de lui, qui a été là tout le temps, qui a recueilli son dernier souffle. Et c'était très triste, ces derniers instants. Le professeur a espéré jusqu'au dernier moment une réponse, une réaction, un geste d'humanité et même un geste de responsabilité pour qu'on le soigne. Il croyait à la vie. Il espérait la vie d'abord. Évidemment, les hôpitaux camerounais ont fait ce qu'ils pouvaient. Tout le monde connaît nos insuffisances dans ce domaine, notre déficit sanitaire en termes de plateau technique. Mais nous savons aussi que pour certaines personnes, l'État se croit exonéré de son devoir d'assurer la santé des gens, même s'ils sont en prison. Ils ne cessent pas d'être des êtres humains, c'est-à-dire d'avoir leur droit fondamental à la santé, et qui ne nous exonèrent pas de notre devoir de porter secours à personne en danger. Le professeur Mendoza était en danger. Il l'a signalé de 1001 manières. Ce danger s'est retrouvé dans les documents de ceux qui ont compétence pour dire que c'est vrai, sa vie est en danger. Mais nous, ici, à notre niveau, nous ne pouvons plus faire grand-chose. Cela a été fait plusieurs fois, sur une longue durée, par la famille du professeur Mendoza. Une fois de plus, le silence a été la réponse. Je rappelle à ceux qui, à chaque fois, disent « Oui, mais on a évacué l'un, on n'a pas évacué l'autre, ce sont les prisonniers de luxe. » Sachez une chose, il n'y a aucune décision de justice qui, après avoir mentionné votre condamnation à vous priver de votre liberté d'aller et venir, ajoute en bas, le condamne à avoir faim, à être malade sans soin. Non, aucune décision de justice ne va jusque-là. Ça veut dire que, à part d'être privé de votre liberté d'aller et venir, vous avez tous les autres droits fondamentaux qui incombent à l'État.
quand l'État décide de vous mettre en prison avant même qu'un tribunal dise que vous êtes coupable, il a le devoir de vous accueillir en prison en vous donnant un lit, le gîte et le couvert, avec tout ce qui va avec, l'eau potable, la lumière. Ça, c'est un devoir de l'État dont il ne se dessaisit, il ne doit jamais se dessaisir, sous aucun prétexte. Donc, à la limite, même quand on évacue certaines, à part que y ait ces 2 poids et 2 mesures, c'est normal qu'on évacue quelqu'un alors qu'il a un dossier médical où on dit que on peut le soigner à Brazzaville, mais pas ici. Parce que Brazzaville s'est donné les moyens de soigner ça et que nous, on ne l'a pas fait. Et parce qu'on ne l'a pas fait et que c'était un devoir, on ne va pas pénaliser ceux qui en sont victimes. Au contraire, ceux qui sont victimes de notre turpitude à nous, l'État. Alors, Maître Alice Combes. Donc, il faut que ce soit clair. Oui. Le professeur Gervais Mendozé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a fait payer, mais c'était nécessairement en dehors du contrat qui le liait à l'État du Cameroun, représenté par le président de la République. On a pu constater que d'autres détenus dans nos prisons au Cameroun ont pu bénéficier de la faveur de se faire évacuer. On peut parler d'Idoni Ephraim, on peut parler de Yves-Michel Folso. Comment comprendre que Gervais Mendozé, qui a tant donné pour le président Paul Biya, n'ait pas bénéficié des mêmes faveurs? Vous, qui êtes donc un peu parfois au courant de certaines choses, qu'est-ce qui explique que Gervais Mendozé, ce frère du village, on peut dire comme ça, n'ait pas bénéficié des mêmes faveurs qu'Idoni Ephraim, que Yves-Michel Folso? D'abord, le terme faveur est inapproprié et je le rejette totalement. Ce n'est pas vous comprenez l'utilisation de ce propos hein, dans le contexte du Cameroun, n'est-ce pas? L'État doit soigner toutes ces populations. Vous avez raison. Si maintenant, le mode de gouvernement de notre président, c'est 2 poids et 2 mesures, c'est à lui de nous dire pourquoi. Parce que quand il a prêté serment sur la Constitution, il a prêté serment sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tous les hommes sont libres et égaux en droit et en dignité. Ce n'est pas un modèle de dignité qu'on a vu en regardant les images sur Gervais Mendozé. Ils ont violé, ils ont bafoué sa dignité. Et la prison ne lui enlève pas sa dignité, ni à lui, ni à personne. Et quoi, dans le mode d'administration, on dit celui-ci on l'évacue, celui-ci on n'évacue pas. Je comprends très bien que le Cameroun n'a pas de l'argent pour évacuer tout son monde. Mais quand le Cameroun a eu de l'argent pour acquérir une autonomie sanitaire et médicale chez lui, il a fait de quoi de cet argent? Il ne nous a pas mis ce qu'il faut qu'on nous soigne ici. Nous avons des tas de médecins dans toutes les disciplines dans le monde qui ne demandent qu'à venir soigner les leurs ici. Mais qu'est-ce qu'on leur offre comme matériel pour travailler? Rien. C'est là la faute. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une faveur. Que M. Inoni, que M. Folso soit allé se faire soigner ailleurs, ce n'est qu'un devoir. Cette fois-ci, l'État n'a fait que son devoir vis-à-vis d'eux. Il a le devoir de leur assurer la santé. Et quand il ne peut pas le faire ici, il a le devoir de trouver partout où on peut les soigner. C'est ça un État responsable. C'est ça un État démocratique. C'est ça un chef qui assume ses devoirs vis-à-vis de ses ouailles. Point. Merci. Alors, il ne faut pas de comparaison comme pour dire que pourquoi les autres. Non, tous ont le droit. Demandez-lui pourquoi il ne le fait pas pour tout le monde. En commençant par, pour que vraiment la médecine bénéficie à tout le monde, la moindre des choses, la simple chose qu'il faut, c'est doter le pays d'hôpitaux et de structures sanitaires de qualité en donnant aux médecins les moyens de soigner les leurs. Ils ne demandent que ça. Moi, j'ai vu à l'université, je vois des gens qui reviennent, qui veulent venir soigner ou enseigner certaines disciplines à l'université pour le CUS. On leur dit non. Cadeau, hein. Ils disent, je viens. Les Camerounais qui veulent, que c'est leur rapport. On dit non. Demandez-leur pourquoi ils font ça.
Pourquoi ils se sont accaparés quelque chose dont ils ne peuvent pas s'occuper et qu'ils empêchent les autres de le faire, qu'ils ne sont pas capables de faire et qui est très important. Nous voilà maintenant. Qu'est-ce qui peut dépasser les Camerounais dans la recherche si on cherchait un vaccin contre toutes les maladies d'ailleurs? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Rien. Sauf que ici, on n'investit pas dans la recherche. On n'investit pas dans l'épanouissement des gens. On investit dans les grosses voitures, les armes pour tuer les uns les autres et puis les détournements pour aller construire ailleurs, pour aller mettre sa famille à l'abri ailleurs, faire même basse sur la force publique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le diagnostic qu'il faut faire. C'est pas que Michel Fotso est parti. Non, c'est la même personne qui a le même devoir et vis-à-vis de Michel Fotso et vis-à-vis d'Inoni et vis-à-vis de Gervais Mendozé et vis-à-vis de Metouk. Tous sont à l'hôpital. Une seule personne, au nom de l'État du Cameroun, a le devoir de soigner tout le monde. Tout le monde. En mettant en place des structures, des hôpitaux, où il y a tout ce qu'il faut pour soigner. Ce n'est pas le cas. Non seulement les médecins font un sacrifice terrible pour venir soigner ici, ils quittent parfois des postes juteux là-bas. Mais pour certains, quand ils veulent même entraîner d'autres, si tu ne montres pas patte blanche, on ne te donne pas la possibilité de partager ton savoir. À l'université, je connais beaucoup, je ne veux pas les citer ici parce qu'ils sont beaucoup anonymes. On leur dit ta place n'est pas ici. Vous vous rendez compte, le professeur Eben Moussi est là. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a créé le CUS. Mais s'il veut aujourd'hui continuer à dispenser des cours nécessaires, on en a besoin. Je sais qu'on va lui dire que non, il n'a plus de place ici. Et il a été à l'OMS, c'est-à-dire qu'il a fait la médecine mondiale et la médecine locale, et même là jusqu'à l'enseignement. Mais ici, il n'est pas le bienvenu. Et quand je parle du professeur Eben Moussi, je pourrais citer d'autres. Si chacun ouvre sa bouche pour dire que voilà, je suis parti du Canada, j'ai voulu donner des cours ici pour quelques. On m'a dit non, tu n'as pas de place ici. C'est entendu, maître. Ce n'est pas le fait qu'on a soigné l'un et pas l'autre. Entendu, ce n'est pas une faveur. Michel Fotso, où on a dit que non. Michel Fotso, l'État lui doit beaucoup d'argent. Hein? Et ce n'est pas l'argent de l'État qu'il dépense là-bas, heureusement. Il ne pourrait pas. Merci, maître. C'est entendu, maître. Alors, maître, j'ai donc également, tout à l'heure, dans la question que je vous avais adressée au sujet de Gervais Mendozé, fait cas de cette sortie qui supputait, n'est-ce pas, d'une ambulance du président de la République. Comment est-ce que vous comprenez tout ça lorsque un directeur général d'une société d'État, on va le citer, Charles Ndongo, nous apprend que c'est dans l'ambulance du président de la République qu'est mort Gervais Mendozé? Est-ce que c'est de cela dont il avait besoin, l'ambulance du président de la République? Et puis il ajoute qu'il y a eu un décret que lui, il a reçu et dont il n'a pas voulu faire cas. Comment est-ce que vous, qui êtes donc également avocat, comprenez ce deuxième aspect? Un décret qui est sorti, dont on n'a pas voulu faire cas, une ambulance du président de la République dans laquelle serait mort Gervais Mendozé. Ça vous apparaît comment, ce genre de choses dites par des gens quand même qui représentent nos administrations, qui représentent l'une des plus grandes chaînes du Cameroun, si ce n'est d'ailleurs la plus grande chaîne du Cameroun? Vous savez, quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce qui leur prend quand ils sont là-bas? Quand on les appelle à Yaoundé, on leur donne des questions. Quel est ce niveau d'aliénation qu'ils ont atteint au point de nous parler d'une ambulance, du titre foncier de la carte grise d'une ambulance qui transporte les malades d'un point à un autre, et insister sur le titre, la carte grise, que c'est la présidence qui a le... Il l'a mené d'où à où? Il est alors mort dans cette ambulance, parce que l'ambulance n'était pas équipée. Donc, ce qu'il voulait nous démontrer, nous faire mettre dans la tête de force que le président est magnanime, parce que je crois que c'est ça. Magnanime, il ne l'a pas abandonné, il a voulu le sortir. Il est devenu un avocat du diable. Et il a démontré lui-même qu'il est un avocat du diable. Est-ce qu'il est fier de lui-même? Il faut lui poser la question. Comment on peut en arriver à ça? On a la vie d'un individu qui a écrit des milliers et des milliers de lettres à quelqu'un qui lui a tourné le dos.
Il ne l'a pas soigné. Il lui a droit une ambulance de la mort et on en parle comme si c'était une faveur, un cadeau particulier. M. Mendoza a eu le privilège de mourir dans une ambulance non équipée qui venait de la présidence de la République. Monsieur Ndongo, quand vous vous regardez dans la glace après et vous mettez un peu, écoutez-vous un peu là, vous vous trouvez comment? J'aimerais savoir. Vraiment. Parce que c'est vous seul qui pouvez être votre sortie à ce moment précis du drame et du départ. Parce que M. Mendoza était déjà sur le départ vers sa tombe. Quand vous parlez de ça, il fallait nous parler du président de la République qui allait le faire évacuer. Là où dans des centres où on peut le soigner. Reconnaissant au moins que lui ne peut pas, mais qu'il va le soigner. Il fallait parler à ce moment-là pour démontrer ce que vous ne pouvez plus démontrer par l'ambulance. Ce que vous voulez démontrer que le président est la compassion fait homme, c'est la générosité fait homme, c'est tout ce que vous voulez là. Vous avez démontré le contraire. Faites attention. Merci. Là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Merci, Maître Aliscom. Je propose à présent que nous parlions de la dernière partie de ce rendez-vous. Cette partie va être donc associée à une affaire. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un combat, hein, tout un combat, pour lequel vous êtes généralement catalogué d'être une défenseuse des homosexuels chez nous au Cameroun. Et donc, à côté de ce combat, on vous a vu hein, dans une vidéo dans laquelle vous rendez hommage au cardinal Toumi, lui aussi récemment décédé. Vous rappeliez le caractère ouvert d'esprit de ce grand homme de l'Église catholique. Vous nous contiez comment il vous écoutait. Vous nous dites même d'ailleurs qu'il avait dit, lui, jamais il ne sera pour la pénalisation des personnes homosexuelles. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui quand on sait que ce monsieur-là également s'est donné pour la cause de la crise anglophone, sans qu'il ne soit jamais écouté. Lui aussi est parti très récemment. Un commentaire là-dessus sur Diaf TV, sur le dossier de cardinal Toumi, et puis on reviendra effectivement pour développer la deuxième partie sur la cause homosexuelle que vous défendez depuis des années au Cameroun. Oui, je défends la cause de l'homosexuel comme n'importe qui défend les droits de l'homme. Qu'on le veuille ou non, les homosexuels sont des êtres humains, des citoyens à part entière, et sous la même protection de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que les droits des homosexuels, ce sont les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ce sont les droits des homosexuels. Il n'est pas acceptable qu'on puisse le leur dénier. Et ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le préambule de notre Constitution, c'est-à-dire de notre contrat social, que le président de la République signe avec le peuple dès qu'il est investi, en jurant de l'appliquer. Donc, toutes les protections qui sont contenues dans cette loi fondamentale le sont pour tout le monde à égalité. De la même façon, chez les chrétiens, quand vous regardez les 10 commandements, le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que justement, c'est englobant. C'est non discriminant, les 10 commandements. Tu ne tueras point. Donc, au nom de quoi, quelqu'un peut se lever un matin et dire « Ah, tous ceux qui ne font pas l'amour comme moi, je fais l'amour à ma femme, il faut qu'on trouve un moyen de les mettre en prison. » Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Or, à cette question, le président de la République a répondu. Lorsqu'on disait que son personnel gouvernemental est homosexuel en 2006, il a répondu dans un discours du 10 février, février 2006, que ça, c'est la vie privée des gens. Les journalistes, vous n'êtes pas là pour spéculer sur les uns et les autres et sur leur vie privée. C'est interdit. Et pour les journalistes, la loi qui protège la communication sociale par voie de presse
vous dit clairement que vous pouvez tout écrire, sauf écrire n'importe quoi qui rentre dans la vie privée, c'est la limite. Parce que la vie privée est sacrée. Et donc, un journaliste qui se permet de dire n'importe quoi sur quelqu'un en disant tu es homosexuel, sachant que si c'est un délit quand même, si on porte plainte contre ce journaliste, même si la personne est effectivement homosexuelle, le juge va lui refuser la possibilité de venir prouver que ce qu'il avait dit était vrai. Parce qu'il est rentré dans une zone interdite par la loi, par les lois de la République. Pas seulement le code pénal, mais la Constitution, mais les traités internationaux qui leur sont supérieurs. Donc, vous n'allez pas dire, mais je vous assure, j'ai la preuve que, comme j'entends parler de Rémy Ngono, des trucs comme ça, dire des insanités, des choses qui font honte, non seulement à la profession de journaliste, mais à un peuple comme le Cameroun. Quand vous voyez les insanités que certaines télévisions affichent, heureusement, on m'a dit qu'on a sanctionné le journaliste en question. Parce que même la personne pour qui vous croyez que vous faites ça est obligée de vous désavouer parce qu'il connaît la loi. Je vais vous outrepasser. À la séquence, vous faites allusion à la séquence qui a donc été diffusée sur une chaîne au Cameroun, Vision 4, contre le journaliste J. Ngono, où en fait on revenait sur ces soi-disant penchants sexuels. Dans le monde de ce qu'on peut avoir comme idée négative sur le Camerounais aujourd'hui, on va jeter le bébé avec le bleu du bain. On va dire que les Camerounais, c'est des gens sales. Ça ne vaut pas la peine, c'est pire que des porcs. Il n'y a pas de limite dans l'indécence, pas de limite dans l'invective, pas de limite dans Ils ne respectent rien. Tu es journaliste, tu as le micro, tu dis n'importe quoi. Et tu sais que les gens t'entendent. Ce ne sont pas les Camerounais, hein? Le monde entier suit. Et quand on va classer le pays comme étant le numéro 1 pour violer la presse, le droit d'expression des travailleurs des journaux, oui. On va dire quoi? Vous savez ce que ça nous fait perdre? Quand on est regardé sous le prisme de ce genre de journaliste et de ce genre de propos, on tient n'importe comment, sans savoir que ça me jette un peu des gens parfois très bien. Mais c'est ça que vous avez présenté dans le monde. Qui vous a dit qu'un homosexuel n'est pas quelqu'un, il faut que vos parents payent pour aller lire ou pour aller les étudier comme Platon, Socrate. Dès que ton père te paye des études, tu vas étudier les homosexuels, ce que les homosexuels ont apporté à l'humanité, mon cher. Vous croyez que quand vous savez faire l'amour avec une femme et pas avec un homme, ça vous donne l'intelligence universelle qui vous permet de dire n'importe quoi sur n'importe qui sous prétexte qu'être homosexuel, pour vous, c'est le comble. Vous pouvez leur arriver à la cheville. Vous ne pouvez pas. Mais à chaque fois que vous portez une grande marque sur vous, c'est la conception d'un grand designer homosexuel. Alors, Maître Aliscom, qu'est-ce qui fait que, d'ailleurs vous le rappelez vous-même, hein, dans un discours du président Paul Biya en 2006, vous rappeliez... Oui, alors Maître Aliscom, juste pour vous relancer, vous dites vous-même qu'en 2006, le président de la République rappelait de ne pas s'immiscer dans les affaires privées des gens. Et ce même président de la République, il est là. Il est pourtant au courant des affaires que vous défendez tout le temps. L'affaire Shakiro est encore aujourd'hui pendant plusieurs renvois. Comment comprenez-vous son attitude alors que c'est le même qui dit de ne pas s'occuper des affaires privées? Qu'est-ce qui se passe donc pour que vous n'arriviez pas à faire entendre raison au regard surtout de la loi d'ailleurs? On parle d'abord de la loi. Après nous reviendrons sur d'autres aspects pour comprendre le retard. C'est un retard, il faut le dire. Le retard qu'ont nos compatriotes aussi sur cette question de l'homosexualité. Sur le plan de la loi, pourquoi les juges n'arrivent toujours pas à, on va dire, appliquer simplement les textes de loi qui sont les nôtres, notamment au travers donc, des traités internationaux ratifiés? Vous savez, c'est une question, je peux passer des heures à expliquer. Ce n'est pas facile parce que ça commence déjà ça commence par le président de la République lui-même.
Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ce qui peut apparaître comme un devoir tiré du serment qu'il a prêté vis-à-vis de tous les Camerounais va lui être autorisé là-bas à l'Assemblée par le biais des lois qui sont faites par la majorité de son parti. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut partir de là. Le président de la République est le président de l'Assemblée, c'est lui qui fait les lois. Il est le président de la République, c'est lui le chef de l'exécutif. Et il est le chef du judiciaire qui devrait faire la balance pour dire comment on applique les lois ou pas, en nommant lui-même tous les magistrats, en les affectant comme il veut, et donc en maintenant sur eux l'épée de Damoclès sur leur carrière. Et si vous visitez la Cour suprême, c'est-à-dire là où s'exerce le pouvoir judiciaire, qui doit être neutre, vous allez le lire sur le mur, parce que vous allez voir la photo du président de la République. En haut, au plafond, en bas, vous avez la justice, la balance. Et plus bas, vous avez le premier président de la Cour suprême quand il siège, quand il rend la justice. Vous comprenez très bien que la balance est sous les pieds du président de la République. De là-haut où il se trouve, dans la salle où ça se passe. Et s'il met la pédale droite, il sait que le juge va comprendre qu'il faut qu'il aille à droite. Sinon, gare à ta carrière. Rappelez-vous comment il a délogé, comme un malpropre, l'ancien premier président qui s'appelait Dipanda. Donc, c'est lui qui a la main mise sur leur carrière. Et il leur montre que moi, même si c'est votre premier président, je l'enlève. Vous voyez comment ça se passe, le vote à l'Assemblée. Et vous voyez très bien que c'est lui qui nomme le président de l'Assemblée. Mais ça, il va dire que c'est en tant que président du parti majoritaire à l'Assemblée. Donc, il ne perd jamais. Et ça, c'est l'assassinat de la démocratie. Ça commence là, mais les gens ne voient pas. Ça commence là parce que il a abattu tous les murs de séparation des pouvoirs. Et il les a donc tous. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez attendre de quoi que ce soit? Les députés, ils votent des lois qui se contredisent les unes avec les autres. La Constitution, dans son article 45, ou même dans le préambule qui est la Déclaration universelle, est démentie par la loi qui a été votée et qui porte le code pénal et qui punit alors des droits fondamentaux des uns à l'article 347.1, qui est le droit fondamental à la vie privée des homosexuels. Il les met en prison. Alors que la Constitution lui interdit ça. La Constitution le lui interdit tellement qu'il a repris certaines de ces dispositions dans le code pénal à l'article 2. Mais nos députés sont contents de dire je suis un député de la nation. Il n'est pas le député de la nation. Il est le député du président de la République, chef du RDPC. Parce que c'est lui qui contrôle l'élection. Et c'est lui qui contrôle le pouvoir souverain du peuple par des élections qui ne donneront jamais qu'un seul résultat. Par toutes sortes de... Je n'en parle pas ici. Ça, c'est moi qui explique la situation, celle qui n'est pas visible, qui permet de comprendre certaines situations. Voilà. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous, les gens vont dire, l'homosexualité est un délit au Cameroun. Non. J'ai des décisions de la Cour suprême qui disent, parce que la Cour suprême, c'est elle qui, par la loi, apprend aux juges d'interpréter et d'appliquer les lois que les politiciens votent là-bas, à l'Assemblée. La Cour suprême a déjà rendu un arrêt de principe pour dire que là où il y a un principe de droit international énoncé clairement, n'appliquez pas la loi en question. Je casse. Il y a des arrêts comme ça. Et ces arrêts de la Cour suprême, c'est dans les lois. Ils disent que ce sont des lois qui sont supérieures même à toutes les lois. Parce que tu vas voter des lois là-bas, toi, le politicien, on ne va jamais les appliquer sur quelqu'un. Mais ça, c'est le rôle et la responsabilité du juge. Mais comme le juge, sa carrière est déjà gérée par celui qui a fait voter cette loi en catimini et en violation des autres lois qu'il y avait avant, qui, elles, sont des lois qui sont signées et ratifiées par le président de la République, c'est-à-dire les traités. La loi internationale, c'est le président de la République,
C'est l'article 43 de la Constitution. Le président de la République négocie, signe et ratifie les traités. C'est pour ça que la loi internationale, telle qui est celle du président, est au-dessus de la loi qui est la Constitution et de la loi qui est le Code pénal. Et où on vous dit qu'il faut d'abord regarder ce que dit la loi internationale avant d'appliquer la loi de M. Kabayege. Parce qu'elle ne vaut que si elle n'est pas interdite d'application dans les traités, dans les principes posés par les traités. C'est un peu compliqué à expliquer, je ne sais pas si, non, mais non, si je me fais comprendre. Mais non, on vous comprend très bien, on vous comprend très bien. C'est un principe qui est assez clair. Vous ne prenez pas un article du Code pénal, vous commencez à dire que l'homosexualité est interdite. Oui, mais pour arriver devant le juge, il y a le Code de procédure pénale. Par exemple, le cas de Shakira, qui est actuellement pas pénal. On dit qu'on les a délit de tentative d'homosexualité dans un restaurant où ils étaient en train de manger. La police est venue les arrêter. Elle a dit, bon, mais on a vu des gens qui sont habillés comme des femmes, avec des perruques, etc. On s'est dit qu'ils sont forcément homosexuels. Parce qu'en s'habillant comme ça, ils vont attirer les hommes. Une fois qu'ils ont attiré les hommes, c'est pourquoi ils vont finir par faire l'amour ensemble. Donc, ils donnent déjà l'impression qu'ils sont homosexuels. Or, et ils ont dit que ça, c'est un flagrant délit de tentative d'homosexualité. Or, le flagrant délit est défini dans le code de procédure que tu es tenu de suivre comme une recette de cuisine. Si on te dit, mets d'abord les oignons, ne va pas d'abord chercher la tomate, on dit d'abord les oignons. Sinon, ta recette est faussée. Le code de procédure leur dit, monsieur le procureur, tu peux décerner des mandats d'amener, mandats de perquisition, tout. Mais tu n'as pas le droit, on ne te donne pas le pouvoir de signer un mandat qui oblige à détenir quelqu'un, c'est-à-dire de l'incarcérer à Nouvelle, en prison. Parce que là, ta décision, alors que la personne bénéficie de la présomption d'innocence. On a compris. Alors, maître, je voudrais juste... Non, sachez que l'État du... Parce que c'est un engagement. Les traités, c'est un engagement pris au niveau du président de la République. Chacun, ils doivent aller s'expliquer là-bas. Vous avez dit que vous n'arrêtez pas les homosexuels. On vous l'a dit là-bas. Vous vous êtes dit ça là-bas quand vous étiez dans les sommets. Est-ce que c'est vrai? On va venir dire non. Mais eux, ils vont essayer de mentir, etc. Nous, on est là pour le rapport alternatif que nous allons présenter. Ça ne nous fait pas plaisir de faire honte comme ça à nos représentants. Ils vont s'expliquer là-bas. Et c'est avec ces critères-là qu'on juge un pays, s'il est fiable, s'il est démocratique, si on peut aller investir là-bas, si on peut l'aider à résoudre ses problèmes, si on peut lui prêter de l'argent, c'est ça. Alors, mais on constate quand même que, vous l'avez dit, hein, que c'est toujours les plus petits, ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont rapidement arrêtés et courent en prison. Et jamais les puissants, qui sont eux aussi homosexuels. Comment comprendre cette inéquité dans la justice chez nous? Homosexuel ou pas, on a dit qu'il était habillé comme une femme, alors qu'en réalité, son sexe sur l'état civil est qu'il est un homme. Mais moi, je dis, nous avons notre très brillante icône qu'on appelle Madame Mami Nyanga. Tout le monde sait que c'est une femme. Mais elle s'habille en homme. Parce qu'elle travaille dans un environnement marqué par les hommes. Elle s'habille en homme. Costume, cravate, cheveux courts. Qui peut imaginer qu'on a arrêté Mami Nyanga parce qu'elle s'habille comme ça? Vous voyez? L'habit fait le moine pour les uns et pas pour les autres. Voilà le pays, comment il fonctionne. Tout pour les grands, rien pour les petits. Je dis, on respecte Mami Nyanga comme elle est, mais on doit aussi respecter les autres. C'est ça. Ils n'ont peut-être pas aussi le portefeuille bien fourni, non? C'est ça finalement qu'on peut comprendre. Je constate que Mami Nyanga, qui est mon idole, hein, moi je l'admire, c'est une femme formidable, elle a réussi. Elle est partie de rien, ça c'est encouragé. Eh bien, j'estime qu'on lui doit le respect qu'on lui donne. Quel que soit l'habit qu'elle porte, on doit faire la même chose pour Shakira. Quel que soit l'habit que Shakira porte, on n'a pas le droit, le procureur n'a pas le droit de signer un mandat de détention provisoire et de l'envoyer en prison. Mais Shakira, on n'a peut-être pas le compte bancaire plein aux as, hein? C'est peut-être ça la différence. Ça, c'est le problème, c'est un autre problème que je ne peux pas maîtriser. Donc, alors, comme ça. Alors,
Maître Aliscom, vous avez suffisamment clarifié pourquoi la loi camerounaise autorise l'homosexualité, ou alors la pratique de l'homosexualité. Elle est illégale. Oui. La loi du code pénal est illégale. Elle Voilà. est illégale à la loi qui lui est supérieure, qu'on appelle la Constitution. Tout à fait. Et plus encore qu'on appelle le traité. Exactement, exactement. Merci. Voilà. Sur ce point, on vous a bien comprise. Maintenant, vous devez quand même vous demander pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à accepter cette différence dans la pratique sexuelle. Vous avez récemment dit à quelqu'un, lorsque vous bandez en voyant une femme passer, pouvez-vous nous dire sur quel bouton vous appuyez? Est-ce qu'il n'est pas là besoin de faire un peu de l'enseignement aux Camerounais de ce que c'est que la difficulté de la constitution humaine, pour qu'ils comprennent que la différence n'est pas une maladie? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, le véritable problème, c'est aussi l'éducation des masses sur ceux-là qui sont différents de nous? Parce que de plus en plus, on vous passe pour celle qui reçoit des énormes sommes d'argent pour imposer l'homosexualité au Cameroun. Et pourtant, quand on regarde ceux que vous défendez, en général, c'est des gens qui ne peuvent pas payer vos honoraires. Comment comprendre donc l'absence d'éducation de nos sociétés sur cette différence d'avec les autres sur cet aspect sexuel? Vous l'avez commencé en parlant du bouton sur lequel on appuie pour décider de bander quand une femme passe lorsqu'on est hétérosexuel. On vous écoute là-dessus. Oui. Alors, j'ai beaucoup de reproches qu'on me fait du fait que je défends les homosexuels. Mais il faut comprendre ma posture. Je suis une maman. Si j'ai la chance de faire des enfants, je n'ai jamais envoyé un bon de commande avec des spécifications sur l'enfant que je veux avoir. C'est-à-dire, je n'ai jamais dit, bon, je veux faire un enfant aujourd'hui, c'est ma période, je ne voudrais pas qu'il soit albinos, je ne voudrais pas qu'il soit homosexuel, je commande un enfant nickel. Vous ne voulez pas qu'il soit gaucher, par exemple? Vous pouvez m'ajouter que vous ne voulez pas qu'il soit gaucher, par exemple? Oui, je ne veux pas que mon fils soit gaucher, je veux qu'il soit droitier parce que sinon on va lui taper sur les doigts, il va beaucoup souffrir. Alors que les plus grandes signatures des puissants, moi j'ai vu qu'Obama signait toutes les décisions du monde entier. Il était gaucher, il n'est pas le seul. Hein. Bon, alors, je pense que c'est les politiciens qui manipulent les populations pour que le moment venu, on puisse éliminer quelqu'un en faisant croire que si vous le votez, il va légaliser l'homosexualité. J'entends ça tout le temps. Même dans mon petit problème que j'ai avec Cabral en ce moment, tous ses supporters disent ça. C'est parce que Cabral est contre les homosexuels et que c'est pour ça que tout ça, c'est rien. C'est un peu comme quand Charles Ndongo dit que c'est le même état d'esprit. Ça me peine beaucoup de voir que les gens ne réfléchissent pas. Et les gens pensent qu'ils ont choisi d'être comme ça. Quand on leur demande, vous avez choisi quand? Vous vous souvenez du moment où vous avez choisi d'être hétérosexuel? Alors, parle-moi de ça. Comment on t'a présenté ça comment et tu as eu à choisir l'hétérosexualité? Et les gens, à ce moment-là, réalisent qu'en fait, on ne choisit pas d'être homosexuel. Et même, si c'est une maladie, nous serions bien le seul pays au monde qui, au lieu de soigner ces gens à l'hôpital, on constate que vous avez cette maladie, on vous envoie plutôt en prison. Est-ce que c'est approprié comme réponse? Non. C'est pour vous dire que la faute vient de nos dirigeants. Une fois, je suis allée voir un ministre qui parlait des homosexuels d'une façon... On était à l'approche d'une élection présidentielle. Et quand je lui ai expliqué, les bouquins en main, toutes ces choses qu'il ne sait pas, il a dit, ah bon? Moi, je ne savais pas, je ne pensais même pas que c'était aussi nombreux. Je dis oui, il y a des homosexuels dans chaque catégorie, les animaux, à plumes, à poils, à écailles. Il y a des homosexuels dans chaque race animale. Tout à fait. On a vu chez les singes, on a vu des homosexuels chez les singes également. Oui. Allez regarder sur Internet les bonobos. Les bonobos qui sont nos cousins, parce que ce sont des chimpanzés, des grands singes, avec lesquels on partage
95% de notre ADN humain, homosexualité. Et ils gèrent même tous les litiges entre eux par le sexe. Alors, ça nous rappelle quoi? Ça nous oblige à dire quoi? Que c'est dans la créature. Parce que la créature a comme base universelle la diversité dans les couleurs, dans les formes, dans les tailles, dans la sexualité. Comment vous pouvez croire qu'il y a votre Dieu divin qui a créé dans la diversité, pas des monocolores? Et vous commencez à vous attaquer à une partie de ces créatures parce que vous, vous êtes différents ou alors eux, ils sont différents. Qu'est-ce que vous faites de la diversité de la création? Que serait le monde si on avait une seule couleur? Si on avait un seul type de nez? Si nous qui avons le nez écrasé, qui ressemble d'ailleurs plus au nez des chimpanzés, si les gens qui ont le nez droit venaient nous dire, on va vous faire ça, parce que ce n'est même plus un nez. Vous êtes comme des singes, vous n'êtes pas. Vous avez des nez, les lèvres ne disent plus. On va vous amener dans les eaux. C'est vu, hein? C'est vu lors de quand on a exporté et qu'on les faisait voyager en animaux. Et qu'on allait les exposer et les vendre. On regardait si tes dents sont bonnes, si tu es vigoureux, comme des animaux. C'est ça que vous voulez pour l'Afrique. L'Afrique ne peut pas faire ça. Elle a subi cela du fait de sa couleur, du fait de sa morphologie, des signes extérieurs. Elle a beaucoup souffert de ça. Et c'est sur ça qu'on a bâti la traite négrière transatlantique. Et cette traite négrière transatlantique a été ordonnée par le pape Nicolas V, qui a dit que le noir n'avait pas d'âme et qui a pris une bulle pour dire allez-y. Vous savez, c'est une histoire que j'aimerais qu'on se raconte tous et que je vous livre ce que je sais de vrai dans ce problème d'homosexualité. Vraiment. Que je vous livre, que je tiens de qui? Des anthropologues, des gens, des chercheurs, des gens qui ont pris la peine. Parce que ici, on ne prend pas le temps. On est tout avant. On parle d'abord, on dit, ah oui, le président est très bon. Il a donné son ambulance. Des choses comme ça. C'est tout. Comment voulez-vous qu'on avance? Est-ce que quand je viens au bureau matin, dans mon environnement, peut-être, je vois des gens, je leur dis, hey, bonjour madame, je suis hétéro et vous? Est-ce qu'on parle de ça dans le monde là où on évolue ensemble? Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? Ou bien chacun garde ce qu'il a fait dans sa chambre la nuit avec qui il veut, qui est consentant, qui est adulte? Est-ce que moi, je dois regarder comment il se couche mon voisin? Avec qui? Sachez donc que même en matière d'adultère, quand vous voulez amener quelqu'un au tribunal pour adultère et que vous êtes sa femme ou son mari, vous partagez la même domicile, le juge ne peut pas vous autoriser à lui apporter un constat d'adultère autorisé. Il va jeter le constat. Vous ne pouvez pas prouver là. Parce que l'huissier est venu. Parce que le juge lui-même est dans des limites où il va seulement autoriser le constat chez vous que vous partagez avec ou avec votre mari, c'est selon. Entre 6 heures du matin et 18 heures. Vous comprenez que vous avez tout le temps de commettre l'adultère entre 19 heures et 5 heures du matin. Ce sont des heures propices d'ailleurs. Pourquoi? Parce que il y a ce principe de la vie privée qui est sacro-saint, sacré. Tout à fait. Alors, couvert du manteau de l'inviolabilité. On ne viole pas la vie privée, mais pour être sûr, on ne viole même pas le lieu où ça se passe, c'est-à-dire le domicile. Donc, quand le juge voit que vous avez violé ça, il jette, il ne vous autorise pas à appliquer. D'accord. Même en cas d'adultère. Entendu, Maître Alice Combe. Alors, Maître Alice Combe, il y a un reproche qui vous revient constamment. C'est celui relatif à des sommes faramineuses que vous recevez
pour imposer l'homosexualité au Cameroun. Vous répondez quoi à cette accusation? Vous savez, les accusations, c'est une chose. Hein. Il faut que les gens qui disent ça, si vous les entendez, vous leur demandez de vous apporter les preuves quand même. Puisqu'ils veulent que vous croyiez ce qu'ils disent, il faut qu'ils arrivent à vous convaincre pour que moi, je puisse répondre. Moi, je ne suis pas là pour apporter les preuves qui m'accusent. C'est celui qui m'accuse qui doit apporter les preuves de son accusation. Ensuite, je réponds. Il faut apprendre aux Camerounais à suivre des protocoles, à suivre un raisonnement, à chercher avec une méthode des protocoles. Vous pouvez être le meilleur chirurgien du monde. Si vous n'avez pas suivi le protocole préopératoire, vous ouvrez le ventre de quelqu'un sans vérifier les paramètres, enfin, et tous ces intervenants, même si vous êtes le meilleur, vous allez tuer la personne. Répondez ça à ces gens qui viennent dire ça. Alors, nous notons que quand on regarde... Ceux qui sont les bienvenus, les Camerounais aiment l'argent, non? Au lieu d'aller détourner ça, qu'ils viennent dans mes associations, qu'on travaille cet argent ensemble et qu'ils prennent la part qu'ils veulent, y compris la mienne. Voilà. Nous notons effectivement qu'au regard des personnes homosexuelles que vous défendez, qu'elles sont généralement des personnes très démunies. Du coup, nous nous interrogeons. Comment vous êtes payé, Maître Aliscom? Elle vous paye comment? Un sou d'un homosexuel pour le défendre. D'abord parce qu'ils n'en ont pas. C'est du pro bono presque. Que je leur en donne. Maintenant, je demande aux Camerounais de s'informer quand même et de se dire une chose. Il y a une race d'individus qu'on appelle les bailleurs de fonds, les fondations, comme la fondation Chantal Biya, qui lui donne l'argent. Elle aide beaucoup. Vous croyez que c'est l'argent de Mme Biya? Elle a des gens qui financent. Eh bien, ce sont les mêmes qui financent nos activités. Parce que quand vous vous occupez des autres êtres humains, de la cause humaine, puisque je vous dis que les droits des homosexuels sont les droits de l'homme, vous travaillez directement avec l'ONU et ses démembrements. Donc, si je me mets aujourd'hui à m'occuper des homosexuels, c'est sûr que quelqu'un va m'appeler pour me dire « Je vais t'envoyer 10 000 francs ». Et c'est sûr qu'il va mettre ça sur Internet, que j'ai une cagnotte là de 20-30 000 francs, mais moi, je ne finance que les gens qui défendent les droits des homosexuels. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne va les défendre. Or, je reconnais qu'ils forment avec moi une communauté humaine à laquelle moi-même qui finance, j'appartiens. Donc, mon devoir de solidarité est que j'ai cherché au Cameroun les gens qui défendent cette cause de manière claire, nette, connue. Et je vais leur donner les moyens d'aller humaniser la vie des prisonniers homosexuels qui sont à Nouvelle. Il y en a 5 en ce moment. Vous les traitez comme des animaux. Déjà, les gens viennent, vous ne les soignez pas. Eux, quand ils viennent en prison, ils doivent apporter leur mandat, c'est-à-dire leur matelas pour dormir. Qui va leur donner? Puisque de la même façon que vous les exposez, parfois contre leur présomption d'innocence, ils sont présumés seulement homosexuels. Vous leur enlevez le droit d'être des êtres humains. Or, moi qui sais qu'ils sont des êtres humains à part entière, qu'ils ont les mêmes droits que moi, je défends ces droits-là. Tout dépend de l'approche qu'on a. Hein. Vous considérez que ce sont des animaux, que ce sont des malades, et vous êtes le seul pays qui met ces malades en prison, au lieu de les amener à l'hôpital, où vous ne pouvez pas les soigner d'ailleurs. Voilà. Cette logique-là, je ne suis pas dedans. C'est entendu. Et je ne suis pas pour gérer mes enfants que j'ai autour de moi sur la base de 2 poids et 2 mesures, comme le fait le président là-bas. Moi, je respecte mes enfants. Je n'irai jamais ouvrir la chambre de mon enfant sans frapper parce qu'il est mon enfant ou parce qu'on m'a dit qu'il est homo. Jamais. Et je leur apprends à ne pas le faire. Partout où ils iront, on n'entre pas dans une maison sans frapper à la porte, sans avoir obtenu l'autorisation d'entrer. Parce que la personne va vous porter plainte de violation de domicile et vous aurez du mal à vous en sortir devant un tribunal. C'est la même chose que j'applique dans ma vie de tous les jours pour vous tous mes enfants.
Ne cherche pas à savoir si tu es Douala, Bassa, Bamileke, Kour, Grand, Neng. Non, vous êtes mes enfants, je vous dois de l'amour, je vous dois de la protection. Et c'est mon devoir et je le fais de cette manière-là, sans distinction. Je prêche ça et je le pratique. Vous n'avez qu'à venir voir comment je vis. Vous verrez que je prêche ce que je dis. Entendu, maître. Alors, maître, pour finir cette émission assez riche en histoire, assez riche en contenu, parce qu'on a appris plein de choses sur Amadou Ahidjo, on a appris plein de choses également sur votre combat pour l'homosexualité. Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais, aux Africains, à toutes ces personnes-là qui vous combattent parce que vous défendez cette cause homosexuelle, lorsque on se rappelle que l'excision de la femme, qui est d'ailleurs encore pratiquée aujourd'hui, était autrefois la règle, et qu'aujourd'hui, elle soit combattue, et que les femmes, certaines femmes sont contentes de savoir que l'excision est combattue aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que demain, on pourrait avoir des gens qui changent d'avis sur cette différence-là d'envers les homosexuels, au regard de comment a pu évoluer le rapport à l'excision de la femme en Afrique? C'est tous les jours que je convertis les gens qui sont homophobes et qui viennent me voir. Tous les jours. Parce que j'explique. Et parce que j'explique avec les arguments. Vous insultez l'Afrique, qui est la mère de l'humanité, quand vous lui dites que elle doit tuer ou mettre en prison ses enfants qui sont différents. Vous l'insultez. Que je crois que le berceau de l'humanité qu'est l'Afrique est justement le berceau de toutes ces valeurs humaines qu'il distribue à l'humanité. Donc c'est lui enlever ses prérogatives que de dire que l'homosexualité n'est pas africaine, elle est importée. C'est une insulte à l'Afrique. Ça veut dire que vous voulez présenter l'Afrique et les Africains comme des gens qui sont des barbares irréductibles. Je vous signale que l'Afrique, c'est justement le sens de l'hospitalité, elle absorbe tout le monde. Tu es l'étranger, tu es le bienvenu chez un Africain. Tu ne cherches même pas à savoir d'où tu viens. Il te donne tout ce qu'il faut. Il te donne même son lit, lui, il se déplace pour aller dormir ailleurs avec sa femme. Vous connaissez ça dans l'époque. C'est lui enlever cette générosité de maman, de mère de l'humanité, que de dire que quand tu défends une partie de ses enfants, quand tu ne lui donnes pas le coup de massue sur la tête et tu ne l'envoies pas en prison et ne le tues pas, parce qu'il y a beaucoup de pays qui envoient les enfants à la pendaison parce qu'on soupçonne qu'ils sont homosexuels. C'est une insulte à l'Afrique. Vous avez tort d'insulter l'Afrique, la maman africaine. Savez-vous que le premier pays au monde qui a inscrit la non-discrimination des homosexuels dans sa constitution, pas dans le code, de manière claire et nette, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud sous Mandela, parce que Mandela sait ce que c'est que la discrimination. Il a souffert de la discrimination, du fait de sa différence. Il a passé 27 ans en prison. Il connaît le prix. Le prix qu'on fait payer très chèrement, victime des discriminations de toutes sortes. Dès qu'il est sorti, dans la Constitution, c'est ce qu'il a fait. C'est encore l'Afrique. Une Afrique qu'on honore par le bon bout. Pas ceux qui le présentent comme ils utilisent des gros cylindrés, les belles voitures, les beaux téléphones qui viennent d'ailleurs. Et ils vous disent que l'Afrique n'a pas ces valeurs de générosité et d'humanité. C'est l'Afrique de l'humanité. Et c'est là que je me sens. Merci, maître. Voilà. Merci, maître. Maître, mais est-ce que vous comprenez certains qui parfois confondent, on va dire, ces soumissions-là que certains, au gros porte-monnaie, font connaître à des jeunes Camerounais par des pratiques donc homosexuelles, avec ce qu'est vraiment l'homosexualité. Ça pour finir. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu cette confusion-là qui a semé comment dire ça, cette répugnation de l'homosexualité au Cameroun, avec ce qu'on a entendu dans les journaux à l'époque?
manipulation. On manipule les gens pour rien. Et puis les gens n'ont pas envie d'apprendre. Moi, je défie tout homophobe que vous allez rencontrer. Envoyez-le chez moi. On discute. Les livres, moi, je vais lui montrer pourquoi je soutiens, concrètement, pourquoi je soutiens tous mes autres enfants, qu'ils soient homosexuels ou pas, de la même manière. Je vais lui montrer pourquoi et comment. Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir de mes bureaux et qui a accepté de discuter de ça avec moi. Ne pas être ébranlé dans ses convictions d'homophobie. Je n'ai jamais vu un seul. Quand j'ai légalisé mon association qui s'appelle l'Association pour la défense de l'homosexualité à la préfecture, qui est une exigence légale, j'ai pris mes statuts, j'ai appelé mon association Association pour la défense de l'homosexualité, à défaut. Je suis allée déposer ça à la préfecture. Mais je savais d'avance ce que le préfet, qui a le droit de rejeter l'enregistrement, dans un délai de 2 mois, je savais d'avance qu'il allait rejeter et pourquoi il allait rejeter. Donc j'ai anticipé. Il allait dire que c'est illégal, c'est un délit. Pendant ce temps, dis-moi de légaliser aussi l'association du vol ou de l'escroquerie, parce que c'est ce que tu es en train de me demander. Je savais qu'il allait me dire ça. Je savais qu'il allait me dire que c'est contraire aux traditions. C'est pas dans nos coutumes. Je savais qu'il allait me dire encore quoi. Voilà. Je veux qu'on le licencie, qu'on l'enlève ici. Je suis partie avec tous les documents et je lui ai expliqué point par point. J'ai pris la Constitution. Je lui ai dit, tu es ici le représentant du chef de l'État. Est-ce que tu sais que c'est lui qui signe les conventions, les traités? Voilà ce que dit la Constitution à l'article 43. C'est lui. C'est lui qui a prêté serment. Tu es son représentant. Tu ne peux pas être le premier à violer les lois qu'il a imposées aux yeux de Tu ne peux pas. Encore moins l'Assemblée nationale ici ne peut pas prendre des lois qui vont à l'encontre de ce que ton président qui t'a mis ici et que tu représentes ici a déjà signé vis-à-vis de la communauté humaine internationale. Il a regardé. Je lui dis, mais de toi à moi, est-ce que tu connais l'orientation sexuelle de ton président? Il a trissé. Je dis, mais oui. Si tu veux savoir qui est homosexuel ou pas, tu connais les autres. Tu devrais connaître l'orientation sexuelle de ton patron. Puisque c'est si important. Ça rentre dans... Ah, elle m'a dit, non, vu comme ça, non. Ah. Et comme je savais que le bruit circule aussi à tort ou à raison, que le président de la République est sorti avec un certain Ojoula, ils l'écrivent dans partout. Mais ils ne disent pas ouvertement, ils s'en prennent à d'autres. Mais c'est ce qu'ils pensent communément. Quand je lui ai dit, est-ce que tu connais l'orientation sexuelle de ton patron? Ah, il s'est dit, ah, peut-être moi aussi j'ai déjà entendu. Non. Je dis, comment tu vas motiver le rejet? Il faut motiver ça par écrit pour que je puisse attaquer ta décision en vertu de ces lois que je viens de te montrer. Il m'a dit, comme ça, je ne peux pas. Bon, comme la loi me donne aussi l'autorisation de répondre par le silence, si au bout de 2 mois, je ne t'ai pas répondu, ça veut dire que c'est bon. Eh bien, il m'a répondu par le silence. Parce qu'il ne pouvait pas. Ben, merci, Maître Alice Com, pour vous être prêté au jeu de nos questions. Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, c'était donc Maître Alice Com qui nous faisait le point ce matin sur le décès de Germaine Aïdjo à Dakar, sur la question de l'homosexualité au Cameroun, sur le décès de Gervais Mendozé du cardinal Toumi. Nous avons été heureux de vous savoir de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous vous disons à très bientôt sur votre média. Au revoir.